Du jour et bienvenue encore à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je suis Arnaud Dufournet, je suis directeur marketing chez Enghouse Interactive France. Et le sujet du jour, le premier donc, sujet de notre série de webinaires, c'est la liberté de choix des canaux et ses conséquences pour les marques et les centres de contact. Ce que je vais faire là au cours des 30-40 minutes qui viennent, c'est de vous éclairer, de vous donner des conseils, de vous faire réfléchir sur le bon mix à mettre en place pour à la fois contenter vos clients et également améliorer la performance de votre centre de contact. C'est toujours deux choses un peu difficiles à concilier. D'une part, la satisfaction client et de l'autre, la performance du centre de contact. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est un état des lieux rapide du multicanal et surtout en adoptant le point de vue du client que nous sommes tous. Donc, c'est la première partie la plus facile, se mettre dans les chaussures du client. Ensuite, nous verrons quelles sont les conséquences. On adoptera le point de vue cette fois-ci des marques et des entreprises pour voir quelles sont les recommandations, les points de vigilance face à cette multiplication des canaux. Je vous présenterai ensuite rapidement le groupe Enghouse et son positionnement sur la France et ce qu'on apporte désormais. Et puis on terminera par des cas concrets d'application de différentes approches par canal. Et je vous montrerai comment les solutions Enghouse ont permis de supporter ces stratégies. Alors, je voulais commencer ce webinaire par une citation plutôt une prédiction que j'ai trouvée en préparant ce webinaire, une prédiction de Gartner qui avait été faite en 2011 à l'occasion d'un événement. Eh bien, il nous prédisait que les clients allaient se passer de l'humain, en tout cas dans une bonne partie de leur interaction avec une marque, ils se passeraient de l'humain. Alors c'est vrai que c'est amusant parce que maintenant on est en 2020, on peut voir si effectivement on peut mesurer la force de cette prédiction. On voit que je vois qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez en réalité? Oui. Bon, je reprends. Donc, cette prédiction aujourd'hui, on peut la mesurer. A priori, on est loin d'avoir une interaction complète avec une machine, difficile de se passer de l'humain. J'étais d'ailleurs au sommet de l'intelligence artificielle il y a un mois qui s'est tenu à Paris. Certes, la tendance est là, elle est lourde. On nous dit évidemment que nos conversations avec des agents virtuels, des assistants virtuels va augmenter. Pour autant, encore difficile de se passer de l'humain. Et cela, on le constate, je pense, encore plus avec la situation actuelle et le confinement. Ce sera intéressant de voir après le confinement quels canaux ont été privilégiés par les clients pour s'adresser à une marque pendant ces périodes de confinement. Alors, on va démarrer par donc l'état des lieux du multicanal et en adoptant le point de vue client. Nous sommes dans une ère du consommateur connecté. Le consommateur a accès à multitude d'informations n'importe où, n'importe quand. Nous sommes surinformés. Nous avons un immense pouvoir. Juste pour vous donner un ordre d'idée, l'an passé, près de 7 internautes sur 10 et mobinautes en France se sont informés via des sites en ligne et des réseaux sociaux. Donc on a cette puissance au bout des doigts que l'on utilise pour nos achats et nous sommes donc de plus en plus informés, de plus en plus exigeants vis-à-vis des marques. Cette multiplication des usages numériques, le développement des canaux numériques, on le voit très clairement quand on regarde les différentes applications sociales qui ont émergé ces dernières années. Et en particulier, ces 4 canaux ont aujourd'hui une audience qui est supérieure à 30% sur les 13 ans et plus en France. Alors, je vous avouerai que autant j'étais pas surpris de voir Facebook qui est, c'est vrai aujourd'hui, est pas loin de 60% en termes d'audience. Par contre, je suis un peu plus étonné sur un Instagram et un Snapchat. Je les positionnais pas aussi haut. Mais il y a un vrai usage qui s'est ancré maintenant chez nous. Ces réseaux sociaux sont utilisés largement pour s'informer. Alors, face à cette multiplication des usages numériques, la réponse des marques, ça a été de proposer ces nouveaux canaux et donc le multicanal
petit à petit s'impose comme la norme. Tout ça pour évidemment coller aux habitudes des clients et leurs nouveaux usages numériques. Alors ça, tout de suite, on peut voir trois impacts, trois constats. Et le premier nous est clairement montré par Gartner, qui nous montre que tout simplement, si on met à disposition plus de canaux pour les clients, eh bien, ils vont les utiliser. Il y a un usage qui va se créer. Donc la première conséquence, c'est que plus de canaux, pardon, ça veut dire plus d'interactions à gérer directement. L'autre conséquence, c'est qu'il n'y a pas de substitution entre les canaux. Là aussi, Gartner montre ça très bien. Si vous proposez 3 canaux, en moyenne, les gens vont en utiliser 2. Si vous montez à 7 et plus, ils vont passer au-delà des 3 canaux. Donc il y a pas de substitution, ça vient s'additionner. Ça, c'est l'autre effet également, montre bien qu'on génère beaucoup plus d'interactions en proposant plus de canaux. Pour autant, quand on regarde ce qui est réellement utilisé, quels sont les canaux les plus privilégiés par les clients, on s'aperçoit on reste quand même sur des fondamentaux, à savoir que le téléphone reste de loin le canal le plus privilégié. Là, ce que vous voyez ici, c'est un baromètre qui a lieu tous les ans, qui est fait par BVA, et l'usage du téléphone est plébiscité, hein. 55% des répondants ont utilisé le téléphone pour contacter une marque sur les 12 derniers mois. Vient ensuite l'email. Le téléphone, c'est évidemment le canal de l'immédiateté, de la résolution immédiate, et l'email, celui où on cherche à garder une trace, un historique. On est plutôt dans la réclamation pour utiliser l'email. Et puis, on a le self-service qui vient en troisième, qui lui aussi est assez installé, parce que facile à utiliser et facile pour se renseigner rapidement. Les autres viennent loin derrière, même si on a multiplié les autres canaux, les réseaux sociaux émergent un peu, mais ils sont encore loin derrière. Donc il y a vraiment encore 2, 3 canaux vraiment privilégiés par les clients. Troisième et dernier constat, c'est que même si on multiplie les canaux, finalement, c'est pas assez borné. L'usage va pas non plus, si on met 7 ou 8 canaux, on va pas tous les utiliser. En moyenne, les Français vont s'arrêter à 3 ou 4. Ce sont donc c'est quand même borné. On va pas non plus tout utiliser. Je crois qu'il y a que les Italiens qui dépassent les 4 canaux. Mais voilà, on va rester quand même sur des canaux que l'on préfère, que l'on aime utiliser. Alors, le bilan, si on fait un petit peu le bilan de tout ça d'un point de vue client, toujours, donc la multiplication de ces canaux-là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore une satisfaction à conquérir. Les entreprises peuvent mieux faire en matière de relations clients. Là aussi, différents baromètres montrent ça. Eh bien, les Français déclarent encore avoir des expériences mauvaises, quel que soit le canal. Ils sont presque 4 sur 10 à dire ça, donc il y a vraiment une marge de progression ici. Et également, si on regarde un petit peu plus près les motifs d'insatisfaction, eh bien, il y en a 2 essentiellement qui ressortent. C'est les temps d'attente, qu'ils estiment trop longs pour 2 tiers d'entre eux presque. Et également, presque 2 tiers d'entre eux se disent déçus par les réponses qui leur sont faites. Donc c'est ça les principaux irritants, les temps d'attente et la qualité des réponses. Donc il y a vraiment encore une marge de progression pour les entreprises et les marques dans ce domaine-là. Alors maintenant, on va regarder ce que ça veut dire d'un point de vue centre de contact, comment on vit l'ère du multicanal. Le premier constat, c'est évidemment beaucoup plus de complexité. La première chose, quand on gère différents canaux de contact, il faut prendre en compte les différentes règles spécifiques à chaque canal, des règles de langage déjà. Évidemment, on ne s'exprime pas de la même façon au téléphone qu'en chat ou en email. Mais aussi, il y a des délais de réponse, et on va voir ça un peu plus dans le détail avec le slide suivant. Il y a des temps de réponse auxquels s'attendent les clients qui sont différents. Donc là, il
y a évidemment des règles à respecter. Il faut être partout à la fois. Ça veut dire qu'il faut à la fois être sur le canal téléphone, le canal email. Il faut être, faut pour un agent savoir jongler entre tous ces canaux-là. Et puis le client, lui, s'attend aussi à une continuité entre les canaux. Il s'attend à ce qu'on lui apporte des réponses qui soient les mêmes, quel que soit le canal. Donc il faut une cohérence des messages. Il faut aussi un historique complet, avoir une vision complète des interactions qui ont pu avoir lieu, de manière à ce que le client n'ait pas à redécliner son identité ou réexpliquer à chaque fois son problème dès lors qu'il change de canal. Donc c'est complexe, ça c'est le premier constat, une complexité nouvelle à gérer pour les centres de contact. Je reviens juste sur les délais de réponse qui sont acceptables d'un point de vue client. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie différence par canaux, évidemment. Si on regarde globalement, là, on varie de la minute. Ça, c'est pour le téléphone et le chat, où là, les Français s'attendent à ce qu'on leur réponde en moins d'une minute pour 50% d'entre eux sur le téléphone. On est de l'ordre, on va dire, du quart d'heure si on est sur les réseaux sociaux. Voilà, donc presque 2 tiers s'attendent à ce qu'on leur réponde dans les 30 minutes. Et puis on va être de l'ordre de l'heure, plusieurs heures pour l'email, en sachant que l'immense majorité s'attendent à ce qu'on leur fasse une réponse dans la journée. Voilà, donc il y a une unité de mesure de temps qui est différente. Là aussi, c'est de la complexité supplémentaire. Il faut savoir jongler et être capable de répondre dans ces délais-là en fonction des différents canaux. Il y a pire que des délais qui s'étendent, des délais de réponse qui sont trop importants, c'est la non-réponse. Ça, évidemment, c'est la pire des expériences. Et pourtant, quand on multiplie les canaux, la probabilité que la non-réponse se produise est forte. On le constate, nous, régulièrement à travers des études que l'on fait chez Eptica. On constate souvent des chats qui sont proposés par les marques, mais qui au final sont pas opérés. Il n'y a pas d'agent derrière. On constate également beaucoup d'emails qui sont non répondus où la réponse est un peu à côté. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil aussi. Il y a des confrères qui ont montré ça aussi dans des études où certains même estiment qu'il y a 50% des entreprises françaises qui répondent pas du tout aux demandes sur les réseaux sociaux. Notamment sur Twitter. Là aussi, ils constatent qu'il y a une marque sur deux qui donne pas suite au message. Donc ça, c'est évidemment très néfaste d'un point de vue image. Ça a surtout un impact immédiat, c'est qu'évidemment, quand vous n'avez pas votre réponse sur un canal, vous vous précipitez sur un autre pour essayer de trouver vos réponses. Ouais, pas plus tard que ce week-end, on a peut-être tous essayé d'avoir un compte Disney+. Ils ont eu beaucoup de problèmes là à cause des demandes et je me suis retrouvé finalement à aller sur le canal, le chat réservé aux sourds et malentendants pour récupérer un numéro de téléphone qui était bien caché, celui du service client Canal. Donc voilà, j'ai moi-même navigué entre les différents canaux possibles pour atterrir sur un qui n'était pas du tout destiné à mon profil de client. Autre impact, évidemment, c'est d'une mauvaise expérience, ça va être le bad buzz. On sait tous qu'un client qui a été déçu va le dire d'autant plus, beaucoup plus que quelqu'un qui est satisfait. Donc derrière, c'est un vrai impact de ne pas offrir de réponse quand on a proposé un canal de contact. Plus d'interactions, ça veut dire des coûts qui augmentent aussi. Ça, c'est de nouveau Gartner qui montre ça extrêmement bien. La hausse des interactions, ça veut dire des coûts supplémentaires, tout simplement parce que on va solliciter davantage les agents, mais aussi quand on regarde lorsque vous avez complexifié le parcours et proposé différents canaux, ces canaux ont des coûts évidemment différents. Ce que dit Gartner, c'est que les canaux dits live, c'est-à-dire téléphone, chat et email par exemple, ont un coût moyen à 8 $. Lorsque le self-service est à 10 cents, 10 centimes. Si un client navigue d'un channel à l'autre,
d'un canal de contact à l'autre, ces coûts vont s'additionner, évidemment, se cumuler, et plus il navigue, et plus ce coût s'envole et peut très vite arriver aux 24 $ dès lors qu'il y a 3-4 interactions. Donc il faut être évidemment vigilant et s'assurer à ce qu'on ne soit pas dans ce schéma-là. Et ce que montre autre chose extrêmement importante que montre Gartner, c'est que ce self-service, qui est évidemment de loin le canal le moins coûteux, eh bien, il a un potentiel énorme. Déjà, la nature des demandes souvent se prête au self-service. D'ailleurs, vous verrez un cas en fin de webinaire sur ce sujet. Beaucoup de demandes peuvent être automatisées et répondues via un self-service. Et puis, surtout, peu d'entreprises encore aujourd'hui y ont recours. Je crois que c'est l'éditeur EasyVista qui a fait une étude là-dessus et qui montre qu'il y a presque 60% des entreprises qui n'ont pas de dispositif en self-service. Donc, il y a un vrai potentiel à ce niveau-là. Et donc, la recommandation du Gartner, là, c'est très clairement de bâtir une stratégie qui place le self-service comme le premier canal de contact qu'il faut impérativement privilégier, plutôt que d'offrir un panel large, une liberté de choix qui amènerait à ce qu'on voit là, c'est-à-dire à multiplication des interactions et donc des coûts pour votre centre de contact. Autre élément à considérer, c'est le profil des clients. Il est intéressant de mapper le parcours client avec le profil de vos clients. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va voir qu'il y a des disparités d'usage, de comportement. Et pour ça, je vous partage quelques résultats là d'une étude que nos collègues anglais ont fait sur le marché UK, mais je pense qu'il y a des similarités avec la France. En tout cas, ça vous donne des idées, vous, pour vous poser des questions sur votre profil de client. Si on regarde par exemple au niveau des hommes et des femmes, il y a déjà une première disparité. Les femmes vont être plus enclines à utiliser des canaux live type téléphone ou chat pour parler directement à un agent. Tandis que les hommes, eux, sont plus enclins à utiliser les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas le téléphone, mais si on regarde comment ils sont représentés dans l'usage du téléphone, ça va être moins que les femmes qui sont volontiers plus portées sur ce canal-là. Donc ça, c'est une première différence déjà entre hommes et femmes. On peut voir ensuite par génération. Là aussi, on voit des choses qui sont assez différentes. Si on regarde une première tranche qui sont les seniors, les plus de 55, alors eux, sans surprise, évidemment, ils sont plus enclins à décrocher le téléphone, mais peut-être plus inattendus, ils sont assez friands aussi de recherche en ligne sur Internet. Et là, par contre, pas de surprise, ce sont les moins utilisateurs, ce sont ceux qui utilisent le moins les réseaux sociaux, ils ne sont pas vraiment à l'aise avec ces canaux-là. La tranche en dessous, les 45-54, eux, ils sont plutôt disposés à utiliser le chat et le téléphone. Donc là, il y a déjà le chat qui émerge par rapport à la catégorie précédente. Et eux, par contre, l'email, c'est pas un canal qu'ils utilisent réellement, sauf quand il y a une réclamation à faire. Mais ils sont un peu moins portés, eux, sur l'email. Si on regarde les 35-44 ans maintenant, alors eux, leur canal, on va dire, de prédilection, ça va être plutôt l'email. Et en revanche, surprise, sur cette tranche-là qui est la moins portée sur le self-service, la moins encline à utiliser le self-service pour contacter une marque ou chercher de l'information. Donc on voit encore là un comportement différent par rapport au précédent. Avant-dernière tranche, les 25-34, eux non plus n'utilisent pas trop l'email. Et par contre, ils sont beaucoup plus familiers avec les réseaux sociaux, vont privilégier plutôt ces contacts-là. C'est également la tranche, c'est ce que m'a montré l'étude de nos amis anglais, c'est la tranche qui est la moins sensible à la diversité des canaux proposés. Donc eux sont moins sensibles à tous les canaux qu'on peut leur proposer, ils vont se focaliser sur quelques-uns qu'ils privilégient avant tout. Dernière tranche, les 16-24, là il n'y a pas de surprise non plus, c'est évidemment la tranche qui est la plus utilisatrice des réseaux sociaux, et ils sont moins enclins à utiliser le téléphone. Ce qui est juste un peu surprenant dans cette étude, c'est l'usage de l'email qu'ils privilégient lorsqu'ils sont en recherche d'informations. Donc ce canal-là est utilisé
par cette tranche d'âge. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de disparités finalement en fonction du profil des clients, des usages différents et la conclusion là qu'il faut avoir de ça, c'est donc bien sûr de connaître ses clients, mais surtout d'être là où ils vous attendent. Dernier impact que je voulais souligner avec vous ce matin, c'est les collaborateurs. Pour terminer totalement ce tour d'horizon, qu'en est-il qu'en est-il des agents, comment eux vivent cette multiplicité des canaux? Quand on les interroge, il y a une certaine frustration parce que ils ont le sentiment de ne pas toujours bien pouvoir répondre aux questions qui leur sont posées par manque d'outils. Ça, c'est ce que nous révèle une étude faite par l'EBG sur le baromètre de la transformation digitale. C'est le mauvais outillage et le manque de ressources qu'ils mettent en avant pour justifier le fait qu'ils ne soient pas toujours agiles dans leurs réponses. Et cette frustration, évidemment, derrière, elle a des conséquences. On sait que c'est déjà un problème majeur pour les centres de contact, c'est l'absentéisme et le turnover. L'absentéisme, je crois, tourne autour d'un peu plus de 6% en Europe, c'est un chiffre européen, ce qui est assez élevé, et plus de 20% pour ce qui est du turnover. Donc c'est un vrai sujet. Et là, évidemment, si ces frustrations augmentent, le risque, c'est que ces chiffres-là augmentent derrière et ça a un impact, on le sait, sur la satisfaction client. Alors derrière ça, il y a un sujet, évidemment, c'est la symétrie qui me vient à l'esprit, c'est la symétrie des attentions. Là, je vous renvoie à tout ce qui est toute la littérature sur ce sujet-là. L'idée, c'est d'avoir la même attention pour les collaborateurs que l'on a pour le client. Et quand on regarde quels sont les deux types de symétrie là qui pourraient venir gommer ces frustrations, c'est la symétrie des équipements. Je disais que ce que révélait le BG, c'est qu'il y avait un manque d'équipements ou en tout cas d'outils pas suffisamment performants pour répondre aux clients. Il faut pouvoir donner ces outils-là comme des bases de connaissances, évidemment l'utilisation de l'IA, automatiser les tâches le plus possible pour jouer à armes égales avec le client. C'est ça l'idée. Le client, il est surinformé, il est connecté en permanence, donc il faut pouvoir, côté agent aussi, être équipé pour répondre à ça. Et on sait que ces outils sont sous-utilisés. Il y a des études qui montrent qu'on est sur 50% des agents qui n'ont pas de base de connaissances et même presque 60% qui n'ont pas d'outils d'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment là un sujet sur l'équipement. L'autre symétrie importante, c'est celle des connaissances. Donc, je disais en préambule que le client est surinformé. Il faut aussi que les agents de leur côté aient cette connaissance client, la développent pour pouvoir mieux répondre aux attentes et surtout une bonne connaissance du parcours client pour comprendre à la fois les forces et les faiblesses de ce parcours-là, pour être beaucoup plus armé pour répondre correctement et rapidement aux clients. Ce qu'il faut retenir, parce que là j'ai évoqué beaucoup de sujets, principalement en fait, plus d'interactions, plus de coûts, vous l'avez vu, et au final c'est une pression constante que se mettent les marques. Et ce qui est paradoxal, c'est que là, ce que montre Gartner aussi, c'est que côté client, finalement, s'il manque un canal, c'est pas si grave, ça n'a pas un impact fort sur la fidélité des clients. Donc, ils ne nous tiennent pas rigueur si jamais il y a un canal qui n'est pas présent. Donc, c'est assez paradoxal d'avoir finalement multiplié les canaux et de se dire qu'au final, s'il en manque un, c'est pas si déterminant. Parce qu'au final, qui est-ce qui est vraiment attendu par les clients? C'est deux choses, tout simplement la rapidité et la qualité des réponses. C'est surtout ça qui prime et qu'il faut avoir en tête quand on bâtit sa stratégie de contact et qu'on souhaite améliorer la satisfaction client. Alors, ce que je vous propose maintenant, avant de rentrer sur des exemples concrets, c'est de vous parler un petit peu du groupe Enghouse. Donc, vous l'avez peut-être suivi, Eptica est rentré dans le groupe Enghouse en octobre dernier.
Enghouse, c'est un éditeur de logiciels canadien qui a maintenant plus d'une trentaine d'années, donc solidement installé sur ces marchés et présentant une solide santé financière. Aujourd'hui, ce groupe n'a absolument pas de dette, ce qui est appréciable par les temps qui courent. C'est plus de 1600 collaborateurs répartis dans le monde, avec un chiffre d'affaires qui a dépassé les 270 millions d'euros en 2019. Ce chiffre d'affaires a été réalisé sur trois types de métiers. Le premier, qui est le plus important, c'est la moitié des activités. C'est porté par la division Enghouse Interactive. Cette division propose des solutions technologiques pour les centres de contact, vraiment une panoplie complète. Les deux autres divisions, la division Networks, elle s'adresse aux opérateurs télécoms. Là, Enghouse propose des logiciels qui permettent d'optimiser notamment l'ensemble de gérer, d'optimiser les réseaux télécoms. Et la division Transportation, elle, va aider tous les opérateurs de réseaux type infrastructure routière, comme les péages, à gérer ces transactions. La division dans laquelle se trouve Eptica, c'est la division Enghouse Interactive, donc celle qui est spécialisée dans les solutions technologiques pour les centres de contact. Dans cette division, il y a une expertise de plus de 30 ans. Il y a aujourd'hui près de 10 000 clients à travers le monde, plus d'1 million de postes équipés, donc une expertise très forte et avant tout centrée sur les communications voix. Et donc, en octobre dernier, le groupe a acheté Eptica, tout simplement pour deux raisons majeures. La première, c'est que Enghouse n'était pas présent en France. Enghouse était présent dans les pays majeurs européens, à l'exception de la France. Et d'autre part, ils ont souhaité aussi compléter leur portefeuille de solutions, étant très experts dans la partie voix. Les solutions d'Eptica sur les conversations digitales les ont intéressés, notamment ce qu'on fait en matière d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, Eptica est en train de faire une mue et de devenir Enghouse Interactive donc sur la France. Pour porter, on va le voir, une nouvelle offre de solutions qui fusionne le meilleur des deux mondes, à la fois les communications voix, la gestion des communications voix. Là-dedans, Enghouse est maintenant un acteur largement reconnu, à la fois par Gartner et par Forrester. Enghouse apparaît dans le Magic Quadrant sur les infrastructures des centres de contact, le dernier Magic Quadrant, figurant en Challenger. Et Eptica, qui là aussi a fait longtemps partie d'un Magic Quadrant chez Gartner, rejoint donc l'ensemble des solutions d'Enghouse pour proposer vraiment une offre unique sur le marché français. C'est le positionnement que l'on adopte pour les centres de contact, vraiment cette liberté de choix qui vient finalement en réponse aussi de la liberté de choix des canaux côté client. Nous, notre idée, c'est que les marques aussi aient le même choix, puissent répondre en fonction, on l'a vu, de euh, tous les paramètres à prendre en considération pour faire sa stratégie de canal. Eh bien, on va proposer un ensemble de solutions qui vont répondre vraiment à tous les canaux qu'une marque souhaite mettre en place. À commencer par déjà une plateforme omnicanal. Ça, c'est la première des 4 lignes de solutions que l'on propose au marché. Cette plateforme sera lancée d'ici quelques semaines. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'ores et déjà des projets. C'est une plateforme voix, mais qui permet aussi de gérer les autres canaux. À côté de ça, on retrouve les offres Eptica, donc là qui sont vraiment dédiées à des centres de contact qui sont orientés uniquement sur la conversation digitale. Donc là, on va retrouver toutes les solutions de gestion d'email, de self-service que propose Eptica déjà depuis longtemps. Une nouveauté, c'est la gestion des solutions, des conversations vidéo avec Vidéo. Ça fait partie des acquisitions aussi 2019. Vidéo, c'est un des spécialistes mondiaux des communications vidéo de haute qualité. Et ça, on va pouvoir les intégrer dans des centres de contact ou aussi les utiliser de façon indépendante. Et puis, dernière ligne de solution, c'est la voix du client avec Veco, notre solution cloud qui permet d'analyser la voix du client en temps réel.
Voilà pour l'offre d'Enghouse en France. Et pour terminer, quelques références. Donc à l'international, Enghouse est évidemment très présent. Notamment, je vais souligner deux secteurs, le secteur bancaire financier et les opérateurs télécoms. On va voir un cas justement précis avec British Telecom. Là, évidemment, les solutions technologiques Enghouse viennent en appui des solutions déjà existantes chez les opérateurs. Pour la France, en termes de référence, on retrouve évidemment tous les clients historiques des petits cas, clients historiques qui sont plutôt dans les secteurs bancaires, finance, assurance, retail et secteur public. Et puis, quelques clients aussi que l'on récupère déjà. Enghouse avait aussi quelques clients sans être présent physiquement avec une société, était quand même présent avec des clients. Je pense notamment à Céline et Groupama qui étaient déjà des utilisateurs de solutions Enghouse. Voilà, pour passer à la dernière partie de notre webinaire, je vous propose maintenant de vous présenter des cas concrets d'usage de solutions Enghouse sur les trois canaux qui sont, vous l'avez vu en début de webinaire, les plus plébiscités, à savoir le téléphone, l'email et le self-service. Je vais commencer par un cas qui me semblait vraiment intéressant, c'est celui de British Telecom, avec qui Enghouse a un partenariat maintenant depuis plusieurs années. Vous le savez, British Telecom, c'est évidemment un spécialiste de la gestion des communications, avec une très large base de clients. Ils ont des clients dans à peu près 180 pays. Il y a quelques années, British Telecom a pris l'engagement de gérer 100% des appels pour ses clients UK, de les gérer à partir du UK et de l'Irlande. C'est un pari qu'ils ont réussi à tenir pour être au plus proche de leurs clients. Et ils ont sollicité Enghouse pour un double besoin. Le premier, c'était de construire un service client performant en remplaçant une architecture qui était un peu vieillissante et surtout on-premise, pour gagner en agilité et en capacité de développement. L'autre idée, c'était également de faire bénéficier de ce savoir-faire à d'autres centres de contact dans d'autres secteurs, donc de proposer une offre bâtie sur la propre technologie qu'ils utilisent pour leurs propres besoins. C'est ça le double besoin initial, et Enghouse y a répondu avec sa plateforme Cloud Omnicanal, qui sert de base à l'offre BT qui s'appelle Cloud Contact. Donc, ils ont bâti une plateforme sur l'infrastructure d'Enghouse. Ils y ont connecté plus de 400 agents qui sont dispatchés un peu partout sur le territoire. Avec Enghouse, ils ont bâti des services additionnels, donc comme la distribution des appels, un serveur interactif, du couplage téléphone informatique. Également aussi, ils ont travaillé la partie qualité avec un système d'enregistrement des conversations qui permet aux superviseurs de s'assurer que les scripts et les procédures sont bien respectées par les agents. Ils ont rajouté du routage intelligent aussi pour faire en sorte d'aiguiller les appels en fonction des profils et des compétences des agents. Et puis, une forte couche également de reporting qui permet de piloter l'ensemble. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, des grandes marques ont adopté cette plateforme, donc Cloud Contact, parmi lesquelles le groupe Fiat ou GSK ou encore Standard Life, qui sont des utilisateurs, des clients de cette plateforme. Les bénéfices de cette offre que BT a pu mettre en place, c'est d'abord la virtualisation des centres de contact. Donc, ça veut dire que tous les services sont centrés, administrés au même endroit. Et ça permet de gagner en agilité, mais aussi d'amener de la cohérence et de permettre aux agents de travailler à distance. Et ça, je suppose que, de nouveau, par les temps qui courent, c'est fondamental. Ils ont gagné en flexibilité, ils ont aussi beaucoup réduit leurs coûts parce qu'il y a beaucoup moins de maintenance à faire sur la partie hardware. Et puis surtout, ils sont sur une offre qui est agile et rapidement déployable.
Donc c'est cette plateforme qu'ils ont réussi à vendre à d'autres centres de contact et qui en même temps a permis à leur propre centre de contact d'être plus performant est vraiment un cas très intéressant. Et on a un cas un peu similaire sur la France, puisqu'on travaille également avec OBS, qui utilise les infrastructures cloud de Tenjaus pour construire sa propre offre. Donc on a là une approche un peu similaire sur la France. Deuxième cas que je voulais partager avec vous ce matin, deuxième exemple de stratégie, cette fois centré sur le mail. Il s'agit d'Adagio Apart Hotel, avec là une problématique qui est d'accompagner de fortes ambitions commerciales sans pour autant augmenter les coûts et avoir des ressources supplémentaires. Il faut savoir que il y a 2 ans, Apart Hotel était sur un plan de doublement de ses capacités d'accueil. Et pour autant, l'idée n'était pas d'augmenter la taille du centre de relations clients, qui est un centre qui gère les réservations et qui souhaitait, à l'époque où on a discuté avec eux, gérer les réservations plutôt par email que par téléphone. Donc l'idée, c'était vraiment de gérer au maximum l'email plutôt que le téléphone, privilégier l'email, tout simplement parce que pour suivre les dossiers, traiter les demandes, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc c'était ça l'enjeu, c'était de déporter sur l'email et être beaucoup plus productif également, puisque l'idée, c'était faire plus avec autant de capacités d'agents. Et puis un autre sujet aussi que j'ai déjà évoqué précédemment, qui est un peu commun à tous les centres de relations clients, c'est de limiter le turnover aussi, de faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien et que les outils ne soient pas une raison pour eux de décrocher, de partir, de quitter l'entreprise, d'être frustrés. Les résultats qu'on a obtenus, donc la solution, c'est la mise en place de l'Etica Email Management, solution qui a pu être déployée opérationnelle en 3 mois. Les effets immédiats, ça a été la diminution des délais de traitement, l'outil proposant des réponses automatisées permettant de gérer des files d'attente a permis vraiment d'industrialiser le traitement des emails et d'en gérer beaucoup plus. Ils ont réussi à gérer plus de 54 000 recettes sur un an et générer 8 millions d'euros dès la première année. Donc, ils ont été vraiment très, très satisfaits de cette mise en place et des effets immédiats qu'ils ont obtenus grâce à cet outil qui permet vraiment d'industrialiser et d'améliorer la productivité de la gestion des emails. Les principaux bénéfices, ça a été la diminution des délais de traitement pour les opérateurs qui ont passé moins de temps sur les tâches récurrentes, l'augmentation évidemment du chiffre d'affaires, plus de reporting avec les outils d'Eptica. Le superviseur a pu avoir beaucoup plus d'informations sur la performance du centre et de ses agents et du coup concentrer, voir les faiblesses et concentrer les formations pour combler ces faiblesses, donc ce qui permet d'être dans une démarche d'amélioration continue. Et le résultat aussi côté collaborateur, c'est une meilleure expérience, puisque là, ils ont vu un gain. Alors ça n'a pas été immédiat, hein, c'est toujours pareil, il y a toujours un temps d'adaptation, mais une fois ce temps passé d'accompagnement, derrière, ils ont perçu les bénéfices et maintenant, ils changeraient pas du tout d'outil. Ils ont bien vu tous les bénéfices, l'apport dans leur quotidien. Dernier exemple que je voulais aborder ce matin avec vous, c'est un exemple de stratégie de self-service avec une marque prestigieuse, Montblanc. Là, l'idée, c'était de redonner du temps aux agents. Alors, il faut savoir qu'en fait, chez Montblanc, on n'appelle pas ça des agents, on appelle ça des ambassadeurs, dont la tâche est très lourde. Elle est de véhiculer à chaque fois qu'un client appelle ou prennent contact, c'est de rappeler toute l'histoire prestigieuse de la marque. Donc, il faut passer du temps avec un client. Le problème, c'est que les demandes les plus simples, souvent, comment je peux recommander une cartouche, des questions extrêmement basiques leur étaient posées, leur prenaient beaucoup de temps. Et du coup, les défocaliser de leur mission première, qui était vraiment de se focaliser sur des requêtes à valeur ajoutée plus valorisantes, comme
par exemple, conseiller sur un cadeau à faire à un bon ami ou pour des circonstances particulières, quel choix de cadeau faire. Donc pour cela, ils avaient déjà imaginé une FAQ qui était sur leur site web, mais qui était peu utilisée et souvent décriée par les clients. Et puis surtout, l'enjeu principal, c'était de redonner du temps donc, pour que les ambassadeurs puissent construire une relation personnalisée et unique avec leurs clients. La solution qu'on leur a proposée, c'est le self-service d'Eptica, qui a été déployé en 6 langues sur le site web, avec derrière une base de connaissances qui a été co-construite avec les ambassadeurs pour pouvoir l'enrichir de leur expérience. Et elle a pu être mise en fonction en l'espace de 6 semaines, donc ça a été extrêmement rapide. Derrière, les effets ont été assez immédiats. Ça a été mis en place en septembre de l'an passé. Ils ont pu constater que leur FAQ a été beaucoup plus utilisé, ce qui a permis de réduire véritablement les emails entrants et les questions basiques. Ils ont vu une véritable baisse de leur formulaire aussi de contact et de demande d'informations sur le web. Donc, ils ont pleinement atteint leur objectif de baisse des demandes basiques. Et si on regarde un peu plus près les bénéfices, donc l'effort client là a pu être réduit. Les gens ont pu déjà dans un premier temps se trouver l'information par eux-mêmes sur le site web et dans la FAQ. Le rôle des ambassadeurs s'est vu renforcé puisque du coup ils ont pu se consacrer à des demandes un peu plus complexes. Ils sont dans une démarche d'amélioration de l'expérience client, puisque cette base de connaissances, ils l'enrichissent, ils l'analysent pour voir quelles sont les questions les plus fréquentes, et ça leur donne des idées de service au passage pour améliorer encore l'expérience et proposer de nouvelles choses sur leur site web. Et puis, autre effet qu'ils n'avaient pas forcément anticipé, mais comme les ambassadeurs sont également sollicités par le réseau de revendeurs pour des questions un peu similaires, cette FAQ, elle a été mise à disposition également des revendeurs, ce qui a permis là aussi de baisser les demandes entrantes et d'apporter un meilleur support au réseau de distribution. Voilà pour les différents cas que je voulais balayer avec vous ce matin. On arrive au terme de ce webinaire. Je regarde si on est à peu près dans les délais. 45, c'est pas mal. Je vais prendre vos questions maintenant. Pour cela, je vous rappelle, vous avez une petite boîte outils dans laquelle vous pouvez directement m'adresser vos questions. Alors, je vais regarder. Toc. Je vois une première. Ah, oui, il y avait une question au passage. Alors, oui, certains ont utilisé le chatter. J'ai vu que certains se demandaient si les slides seraient mis à disposition. Déjà, l'enregistrement va effectivement vous être mis à disposition. Et puis, je vais vous donner une adresse mail aussi derrière. Si vous le souhaitez, les slides aussi, vous pourrez m'en faire la demande. Je vois une première question. Bonjour, une fusion de ces 4 offres est-elle prévue? C'est effectivement l'idée d'aller vers plus d'intégration. La logique étant qu'on a donc une plateforme omnicanal qu'on va porter sur le marché qui, elle, a pour enjeu déjà de couvrir tous les enjeux autour de les conversations voix, ce qui reste, on l'a vu, l'un des canaux les plus privilégiés, avec derrière déjà la possibilité de gérer d'autres canaux comme les canaux digitaux. Mais à côté de ça, donc l'intégration va être de plus en plus poussée évidemment avec les outils Eptica, notamment tout ce qui est base de connaissances qu'on utilise pour les emails. On va également la mettre à disposition pour les agents qui gèrent des communications voix. Mais pour autant, les offres que je vous ai présentées restent indépendantes parce qu'il y a encore des services clients qui fonctionnent sur uniquement du digital, qui souhaitent rester sur ce canal-là et qui n'ont pas forcément besoin de voix. Donc, l'intégration va être évidemment plus poussée dans les mois à venir, mais on va rester aussi sur des solutions qui peuvent tourner de façon indépendante. Que pensez-vous des callbots? J'ai pas une grosse expertise, je vais être très honnête sur le sujet. La vision que j'en ai, c'est que c'est ce que j'essaie de montrer et ce que Gartner aussi nous pousse à faire, on est quand même dans une idée où il faut dévier, automatiser le plus possible tout ce qui est requête simple. Donc les callbots ne peuvent pas faire de mal si on arrive à traiter tout ce qui est
tout ce qui est demande extrêmement simple. Et il y a déjà des startups et des éditeurs qui sont assez avancés dans cette partie-là et qui arrivent à faire des choses déjà intéressantes pour dévier tout ce qui est requêtes les plus basiques. Donc ça peut fonctionner. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est pas forcément le callbot, c'est tout simplement aussi le self-service, avec, on l'a vu, le type FAQ et de l'intelligence artificielle comme on a mis à disposition de Montblanc. Ça peut aussi également très bien fonctionner. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je balaye. Hop. Alors, je comprends de votre présentation que vous positionnez désormais sur le canal voix et que vous ne couvrez pas. Et que vous ne couvrez pas oui, que nous, exactement. Effectivement, Guillaume, maintenant, l'offre Enghouse est extrêmement large. C'est le positionnement, la liberté de choix. On souhaite l'offrir au centre de contact. Et je l'ai dit, on est sur une fusion entre l'expertise des conversations digitales venant des petits cas, l'expertise voix qui a été augmentée aussi. Ils ont fait le chemin inverse côté Enghouse, ils sont partis de la voix, ils ont progressivement amené d'autres canaux, mais l'expertise digitale reste Eptica, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est la fusion des deux. Et puis un petit différenciant aussi, c'est de maîtriser le canal vidéo. On fera d'ailleurs un webinaire à ce sujet-là, qui fait partie aussi de notre panoplie. Donc c'est un positionnement qui est extrêmement large. L'idée, c'est de vraiment couvrir tous les besoins. On va peut-être clôturer parce il est -10 et je ne veux pas non plus déborder. Vous inquiétez pas, si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les adresser. Je vais vous donner l'adresse pour ça dans un instant. Je disais oui, le prochain, donc on est dans une série de webinaires. Le prochain sera consacré justement à la vidéo au service de la relation client. On voit que la vidéo, ces temps-ci, nous aide beaucoup à travailler, à télétravailler. Mais aussi elle va nous aider probablement de plus en plus dans la relation avec les clients. Ça apporte vraiment quelque chose en plus, et on va vous parler de tout ça un peu plus dans le détail lors de notre prochain webinaire, donc, auquel vous pouvez déjà vous inscrire, prévu le 14 mai prochain à 11 h. La vidéo justement, je profite aussi pour vous rappeler cette initiative du groupe Enghouse pour aider les entreprises à mieux télétravailler. On met à disposition gratuitement des licences vidéo qui vous permet de faire la vidéoconférence. Voilà, pour ça aussi, il faut tout simplement aller, vous pouvez cliquer sur le lien qui est là, vous l'aurez dans la vidéo et je vous le rappellerai, on vous le rappellera dans un email. Vous pourrez faire vos demandes de licences gratuites pour pouvoir télétravailler en toute sécurité. Et pour terminer, pour garder le contact, pour me donner vos réactions. J'espère que ce webinaire déjà a répondu à vos attentes. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, de vos réactions, pourquoi pas de vos projets également, avec cette adresse info.france@enghouse.com. Et pour nous suivre, notre blog et les réseaux sociaux. Donc, on publie régulièrement des choses et des contenus sur ces canaux. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et vous souhaiter une excellente journée, et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.